T'as l'impression de toujours être la personne vers qui on se tourne, celle qui écoute, qui conseille, qui répare. Et parfois tu finis par te demander, à l'inverse, qui prend soin de toi au juste? Si cette question résonne en toi, alors tu es peut-être victime d'un syndrome, le syndrome du sauveur. Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le syndrome du sauveur. Alors, tu en as peut-être déjà entendu parler, mais si c'est pas le cas, je te fais une petite définition. Le syndrome du sauveur, c'est le besoin constant de résoudre les problèmes des autres. À première vue, vouloir aider les autres, c'est une cause plutôt noble, mais ce syndrome cache quelques dangers dont j'ai fini par me rendre compte moi-même avec le temps. Les critères du syndrome, c'est un besoin irrésistible d'aider les autres, même quand c'est pas demandé, un sentiment de culpabilité ou d'échec si les efforts ne portent pas leurs fruits, et une tendance à s'épuiser émotionnellement pour répondre aux besoins des autres. Depuis quelques temps, j'ai commencé une démarche, on va dire, pour me défaire de ce syndrome du sauveur. Et si c'est ton cas aussi, je t'invite à nous partager tes conseils en commentaire ou via Instagram directement sous le post dédié à cet épisode, @Narcisse et moi. Et si t'es pas encore à cette étape, alors je t'invite à écouter la suite. Je sais pas exactement quand a commencé mon envie d'aider les autres, mais je pense que ce qui a un peu déclenché le syndrome chez moi, c'est un événement qui s'est passé quand j'étais au lycée. Du moins, à chaque fois que j'y réfléchis, c'est le souvenir le plus lointain qui me revient à chaque fois, donc je pense que c'est ça. Juste petite parenthèse avant de commencer, dans cet épisode, je vais mentionner 2-3 sujets un peu sensibles. Je vais parler de TCA, je vais parler de dépression et d'autres sujets un peu comme ça. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais je vais les mentionner, donc si c'est des sujets un peu trigger pour toi, je préfère quand même t'avertir. En seconde, j'avais une amie qui se faisait du mal physiquement. Et avec mes copines, on s'en était rendu compte. Et un jour, on s'est dit que ça devait s'arrêter. Donc on est allé chez elle pour faire une sorte d'intervention où on a essayé de lui faire comprendre que ça devait cesser, qu'on s'inquiétait pour elle et surtout qu'on était là pour elle. Et en fait, c'était un moment quand même assez intense. Là, je le raconte en quelques mots. Mais c'était vraiment assez fort parce que c'était la première fois que j'étais vraiment confrontée à la douleur de quelqu'un d'autre. Parce que quand t'es jeune, tu vois et tu vis tes propres douleurs, mais tu connais pas vraiment celles de ton entourage. Et là, c'était la première fois que je pouvais vraiment ressentir une douleur qui n'était pas la mienne. Et vraiment, j'étais pas juste spectatrice de ce qu'elle exprimait, de sa souffrance. C'était vraiment, je comprenais, je ressentais exactement ce qu'elle me disait. Donc ce jour-là, on a beaucoup parlé, on a beaucoup pleuré aussi, mais je pense qu'en vrai, à cet âge, on savait pas vraiment comment réagir face à la situation. On n'avait pas les épaules en fait pour s'occuper de la détresse de qui que ce soit. Et ce jour-là, j'ai eu l'impression que c'était à moi de porter cette charge, que c'était à moi de la sauver. Alors qu'elle ne me le demandait pas et en vrai, je crois qu'elle ne demandait pas réellement d'aide. C'est nous-mêmes qui avions décidé d'intervenir chez elle, même si je pense quand même que ce qu'elle faisait, c'était un appel à l'aide peut-être indirect. Mais du coup, dans ma tête à moi, c'était devenu un peu mon rôle. Si elle n'arrivait pas à s'aider elle-même, quelqu'un d'autre devrait le faire, et ce quelqu'un d'autre, ça serait moi. Et depuis ça, à chaque fois qu'un proche venait me parler d'un souci ou d'un tracas, c'est comme si, à chaque fois, je me positionnais comme la personne qui allait soutenir, qui allait aider. C'était comme si la personne, elle venait pas juste me parler de ses histoires, comme si ça devenait mon rôle, on va dire, de prendre la douleur, tu me partages ce que tu ressens, ta douleur devient automatiquement un petit peu la mienne. Et du coup, je vais vouloir t'aider, je vais te conseiller, et surtout, je vais faire mon possible pour te soulager de tout ce poids, quoi. Et avec le temps, cette charge émotionnelle, elle s'est accumulée et elle a pris de plus en plus de place sur mes épaules. Quelques années plus tard, ma meilleure amie est tombée dans l'anorexie. Et là, c'était encore plus difficile parce que c'est ma meilleure amie, donc la personne dont je suis la plus proche et celle qui compte le plus pour moi. Donc je voulais vraiment, vraiment l'aider. J'avais à l'époque contacté sa mère pour essayer de l'encourager à agir, pour la pousser à lui parler.
Mais je pense qu'elle aussi hein, se sentait vraiment impuissante. Et elle comme moi, on savait juste pas comment s'y prendre en fait. Et je me souviens parce que j'étais quand même assez jeune et bon, surtout j'étais pas médecin, mais je pense qu'à l'époque, je voyais peut-être pas totalement ce que l'anorexie ça signifiait. Je voyais beaucoup le fait qu'elle n'allait pas bien, qu'il fallait l'aider bien sûr, mais je voyais beaucoup la maigreur. Je voyais qu'il fallait qu'elle reprenne du poids. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'essayais de lui donner des idées de repas adaptés, alors que vraiment je n'y connais absolument rien en nourriture, mais j'essayais de toujours lui conseiller des plats un petit peu adaptés qui pourraient lui donner envie de s'alimenter comme il faut et surtout qui pourraient lui faire reprendre du poids. Mais comme j'avais constamment peur de la brusquer, j'avais peur qu'elle se braque en fait. Je voulais l'encourager, mais je voulais pas aller trop loin, on va dire. Donc je sais que je prenais énormément de pincettes parce que à l'époque ma mère elle avait quand même un sacré caractère hein, et je savais que si mon approche était un peu trop directe, elle n'avait pas du tout hésité à me repousser, à s'enfermer sur elle-même et j'aurais encore moins pu l'aider. Et en fait en voulant à tout prix éviter ça, en voulant à tout prix ne pas la brusquer, j'avais l'impression de pas assez l'aider. Que du coup mes conseils et mes démarches étaient peut-être trop gentils, justement parce que c'était pas assez direct. Et ça me rendait vraiment mal de me sentir vraiment impuissante et inutile dans cette situation. Et en fait ça a duré vraiment des mois où vraiment je me réveillais, je m'endormais et je me réveillais avec la peur de recevoir une mauvaise nouvelle en me réveillant quoi. Bon, heureusement elle a réussi à s'en sortir depuis, même si ce genre d'épreuve laisse souvent des marques. Et à cette même période, j'étais en couple avec quelqu'un qui, je suis absolument pas en mesure de poser un diagnostic médical sur qui que ce soit, mais je pense quand même que cette personne faisait une très grosse déprime, hein, pour pas utiliser le terme dépression. Et du coup, j'étais pour cette personne sa confidente, son pilier, son premier soutien, quoi. Tout le temps, je l'écoutais, je conseillais au mieux. Et au final, c'est vraiment un travail quotidien, constant, puisque on était en couple. Donc j'étais vraiment la première personne, si ce n'est peut-être la seule, à qui mon ex se confiait pour déverser toute sa tristesse. C'était très régulièrement un torrent de mots qui étaient déversés sur mes épaules, et c'était à moi de savoir gérer ces mots qui ne m'appartenaient pas. Ces mots MAUX. Et c'était devenu un point où si j'étais pas la solution à son problème, je devenais une partie du problème en fait. Et c'était très difficile à vivre, hein, je pense que tu t'en doutes. Et surtout c'était injuste pour moi, enfin c'était pas mon rôle. Mais sur le moment, je voyais pas en fait. Parce que je voulais vraiment l'aider. Je voulais que cette personne aille mieux, je voulais encore une fois peut-être sauver cette personne. Alors que en vrai, je sais même pas si mon ex voulait être sauvé à ce moment. Même être sauvé tout court, en fait. Je pense que déverser ces mots, c'était peut-être un moyen de moins s'encombrer, sans vraiment prendre en compte que ces mots finissaient par m'encombrer moi. Et maintenant que je regarde un petit peu en arrière, je pense qu'à l'époque, je prenais soin, entre guillemets, de 3 voire 4 personnes de mon entourage en même temps. Tout ça dans gérant ma vie aussi, tu vois, genre j'avais mes études, j'avais mes petits tracas personnels et je m'occupais, c'est un grand mot, mais ouais, il y avait ce truc de prendre soin d'autres personnes, quoi. Et du coup, au bout d'un moment, la charge qu'il y avait sur mes épaules, elle est devenue assez conséquente, hein, et c'était de plus en plus difficile pour moi de rester solide. Mais pour autant, à ce moment-là, je restais quand même dans cet état d'esprit de si je peux prendre un maximum de leur douleur et la porter sur mon dos pour les soulager, franchement je le fais. Mais malheureusement quand j'y arrivais pas, quand leur souffrance persistait un peu trop malgré mes efforts, je me sentais inutile et parfois je me sentais vraiment coupable de ne pas pouvoir les aider. Alors que encore une fois, leurs problèmes n'ont rien à voir avec moi de base et je crois que j'en avais conscience, mais je voulais vraiment être le héros qui sauve tout le monde. Et si je suis pas le héros, je suis rien du tout. Et franchement, je sais pas si c'est un problème d'égocentrisme, de se penser capable de sauver tout le monde, ou plus un problème de gros manque de confiance en soi. Comme si je voyais ma valeur
uniquement dans ce que je pouvais apporter aux autres. Le problème avec le syndrome du sauveur, c'est que souvent on finit par s'oublier en mettant les besoins des autres avant les nôtres. Mais de mon côté, je dirais que parfois ça m'a été plutôt bénéfique en vrai. Par exemple, quand j'aidais ma meilleure amie avec son anorexie, je me concentrais tellement sur elle que j'oubliais mes propres complexes. Parce que quand t'as quelqu'un en face de toi qui fait même pas la moitié de son poids de base et qui continue de te dire qu'elle se trouve trop grosse et que son corps ça va pas, tu peux pas lui répondre, enfin tu peux même pas juste lui partager les mauvaises choses que tu peux penser sur ton propre corps. Parce que sinon tu l'encouragerais un peu trop dans ses idées, donc tu te dois de montrer l'exemple et de parler acceptation, body positive, etc. Alors que moi à ce moment-là, c'était pas du tout mon mindset concernant mon corps, mais vis-à-vis d'elle, je contrôlais ce que je pensais de moi, je disais rien pour pas lui tendre des perches et lui donner envie de se comparer ou même juste de poser encore une fois son regard négatif sur son physique. Et du coup, sans le vouloir, en n'exprimant pas mes ressentis personnels à ce sujet et en me concentrant sur le fait de parfois bloquer le négatif qu'elle pouvait exprimer avec du positif, des compliments et tout, je finissais par oublier mes propres complexes. En fait, en voulant à tout prix qu'elle aime son corps, je me mettais à accepter le mien. Ou du moins à ignorer pendant un temps mes complexes, même si en vrai ils étaient toujours là. Mais pendant un temps, j'ignorais et j'évitais mes propres insécurités et honnêtement, je m'emportais beaucoup mieux sur le moment. Mais le truc, c'est que j'ai jamais vraiment pris le temps de régler le problème de mon côté. Donc même si à ce moment-là, il y a du positif à en retirer pour moi, en vrai, la situation n'est pas viable sur le long terme parce qu'encore une fois, le problème est toujours présent. On dit que pour certains, ce besoin de sauver les autres peut cacher plusieurs choses. On parle d'un besoin de validation, d'une peur de l'abandon ou simplement d'une envie d'être reconnu comme utile. Et moi, je crois que c'est clairement mon cas. Je crois pas avoir peur de l'abandon. Je me suis plusieurs fois posé la question en vrai et je pense pas que ça soit un de mes mécanismes. Par contre, j'ai en effet un besoin énorme de me sentir utile aux autres. Et c'est un niveau où, quand j'ai l'impression d'être utile à quelqu'un, je suis vraiment remplie de joie. J'éprouve une énorme satisfaction envers moi-même. Mais à l'inverse, si j'ai l'impression d'être inutile à la personne, je vais vraiment pas aimer en fait. Limite, c'est un peu horrible à dire, mais je vois pas l'intérêt qu'on soit potes. On sera connaissances peut-être, mais il y a pas un monde où toi tu vas m'apporter plus que moi je peux t'apporter. Soit c'est 50-50, soit je t'apporte plus, mais jamais l'inverse. En fait, je vois d'abord ce que moi je peux t'apporter avant de penser à ce que toi tu as à m'apporter. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment pour les autres que je leur suis utile ou est-ce que c'est pas aussi fortement pour moi? Parce que si je te suis utile, c'est que tu valides mes idées, tu valides mes conseils et en somme, tu valides ce que je t'apporte. Donc, indirectement, tu valides ma personne tout entière, mon existence et ma valeur. En ayant besoin de mon aide à moi, tu me donnes une raison d'être. Comme si sans ça, j'existe pas. Et en vrai, je ressens encore trop souvent ce besoin de validation des autres. Et même finalement, à travers ce podcast, en vrai. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je l'ai créé. J'ai envie qu'on valide ce que je ressens. J'ai envie d'aider ceux qui ressentent comme moi pour me sentir utile. Le souci, c'est que ce syndrome du sauveur, il peut aussi créer des attentes chez les autres. Par exemple, j'ai un ami qui avait pris l'habitude, encore une fois, d'extérioriser tout son mal-être directement auprès de moi. Tout simplement parce que je le laissais faire. Encore une fois, dans ma démarche de vouloir le sauver, je l'encourageais à me partager ses maux dans le but de le soulager et d'essayer de l'aider au mieux. Mais du coup, à force de toujours se confier à moi, il prenait plus le tout de pincettes en fait. Et tous les jours, il venait me partager ses pensées parfois les plus sombres et toutes ces choses très négatives qui pouvaient tourner dans sa tête. Et du coup, ça a créé deux choses. Déjà, ça a créé le fait qu'il attendait que je sois là, toujours disponible pour accueillir ce qu'il avait à me dire. Et surtout que j'ai la réponse à tous ses problèmes. En fait, il avait fini par prendre pour acquis ma présence et surtout à me faire des remarques et à me questionner quand j'étais pas disponible. Et je finissais par avoir des reproches sur le fait que en fait j'ai un travail, je travaille 35 heures par semaine à l'époque et que je suis pas tout le temps sur mon tel toutes les 5 minutes et je ne suis pas disponible, j'ai une vie finalement et je devais me justifier de ça.
Et la deuxième chose que ça a créé, c'est que ces mots, encore une fois, MAUX, ont fini par énormément peser sur moi. À un point où ça pouvait totalement jouer sur mon humeur. En fait, il suffisait qu'on ait une discussion le matin avant que j'aille au travail et que justement j'enchaîne avec ma journée et qu'elle soit vraiment complètement gâtée par les pensées qui allaient rester dans ma tête en boucle sur les sujets dont on avait pu discuter le matin, quoi. Et je crois que c'est quand j'ai commencé à réaliser tout ça que j'ai commencé à me questionner sur ce fonctionnement, à me demander ce que réellement ça m'apportait, si même ça m'apportait quelque chose, et surtout à constater tout le négatif et la charge mentale que j'accumulais tous les jours. En fait, tu m'étonnes que je sois fatiguée à H24 quand je porte les fardeaux de 5 autres personnes, en fait. C'est pas mon rôle. C'est même pas humain, en fait. Personne ne devrait s'infliger ça, donc pourquoi je le faisais? Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai essayé de poser mes limites. Déjà, c'était important que je mette des distances entre ce qu'il pouvait me dire et ce que ça allait laisser sur moi et dans mon esprit. Et au début, c'était hyper dur de me répéter que ses choix de vie à lui ne doivent pas avoir un impact sur moi et sur mon humeur, tout simplement parce que c'est sa vie à lui. Et parce que même si je suis pas fan de certains choix, ça n'en reste pas moins sa vie à lui et je peux que accepter. Je prends l'info et hop, je continue ma vie. Et en vrai, ça a été aussi assez difficile de lui faire comprendre à lui que je peux pas être H24 mentalement disponible à sa personne, en fait. Parce que même si, à l'inverse, moi je te partage pas tous mes tracas comme tu le fais, ils sont quand même présents, hein. Donc parfois je peux et je veux pas non plus m'encombrer des tracas des autres. Et ça, c'était assez difficile à expliquer parce que j'avais peur de passer pour une égoïste. Parce que expliquer à quelqu'un que non, désolé, j'ai pas envie que tu me dises pour la 6e fois de la semaine que ça va pas de ton côté parce que moi non plus ça va pas, ça peut sonner égoïste en fait. Mais d'un autre côté, tu as le droit, c'est important de se prioriser. Mais c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, ça n'a pas été facile à faire comprendre sans donner l'impression que je l'abandonnais parce qu'en vrai, c'était pas du tout le cas, mais c'était important de mettre des limites et de me recentrer et de me protéger surtout. Parce que je crois qu'on a un peu trop pris l'habitude de venir balancer toute notre tristesse ou notre colère à nos potes pour leur raconter notre vie, quoi, parce que justement nous on a besoin de se défouler et de se décharger et on va le faire très naturellement sans vraiment prendre en considération ou en compte que peut-être la personne en face elle aussi elle a passé une journée de merde et elle a pas envie, elle a pas les épaules là tout de suite pour accueillir toi ton embrouille avec ta collègue ou autre plus intense, on va dire. Mais il faudrait, et j'essaye personnellement de le faire de plus en plus, j'ai en fait par exemple le réflexe très souvent d'envoyer un message vocal à mes amis pour lui raconter ma journée, enfin pour lui raconter quelque chose qui s'est passé, une embrouille, un machin, un truc. Et j'essaye de plus en plus de lui dire en début d'audio, là je suis énervée donc je vais me plaindre, mais si toi de ton côté t'es en train de passer une mauvaise journée ou au contraire une excellente journée et que ça peut jouer sur toi, c'est pas grave, on en parle plus tard, c'est pas urgent, potentiellement dans 2 heures ce sera passé de toute manière, mais là j'ai besoin d'extérioriser, je fais l'audio, machin, mais toi accueille cet audio que je vais exprimer avec encore un peu de colère et d'émotion dans ma voix, uniquement si tu es disponible et tu es capable entre guillemets de l'accueillir. Et ça je pense que c'est un peu un exercice dans les deux sens, dans le sens où moi qui vais exprimer ce que je ressens à quelqu'un, je préfère prévenir, mais dans l'autre sens, c'est aussi important de dire, écoute, là, je passe une mauvaise journée, j'ai pas trop envie, genre j'ai envie de me mettre dans ma bulle et de me concentrer sur moi-même pour me poser un petit peu. On en parle demain, si tu veux, y a pas de souci, ou dans 5 heures, ou on verra, mais là tout de suite, c'est pas possible pour moi. Et en vrai, je pense que cet exercice, il est un petit peu difficile à faire, mais je pense que c'est important de autant se protéger que de prévenir l'autre quand on a besoin de déverser, encore une fois, tous ces malheurs. Et au final, pour revenir à mon histoire et à mon autre ami, je pense que ça l'a un petit peu aidé parce qu'il a dû soit trouver des solutions en lui-même ou auprès de professionnels. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre des distances du coup avec toute cette charge mentale qui ne m'appartient pas. Et ça a énormément libéré la mienne et maintenant je vois vraiment la différence. Enfin, plutôt, maintenant je vois vraiment à quel point ça jouait sur moi à l'époque. Je vois comment je pouvais être constamment énervée, tendue,
à un niveau où j'avais fini par penser que c'était un trait de ma personnalité. En fait, que être aigrie, c'était une partie de moi, alors qu'en fait, pas tant que ça. Je crois que j'étais juste remplie d'ondes négatives des autres, en fait, et ça jouait énormément sur moi. On me dit très souvent que j'ai énormément d'empathie. Moi, j'ai un peu l'impression d'être une éponge, et ça joue beaucoup sur moi. Et mettre des distances, ça me permet de moins absorber et de moins souffrir, finalement. Et au final, je crois que j'ai surtout réalisé que, en fait, c'est pas mon rôle de sauver qui que ce soit. Que aider, c'est ok, c'est même très bien, mais pas au détriment de ma santé mentale. Parce que de toute façon, si toi-même tu es à bout, tu ne pourras pas aider qui que ce soit. Maintenant, je pense que j'ai compris ce syndrome et j'ai réussi à poser mes limites. Et je pense que la dernière étape, ce serait d'apprendre à me défaire encore de ce besoin de validation. Pour ça, il faudrait que je prenne un peu confiance en moi et que je développe peut-être une estime de moi-même assez solide pour pas être constamment en recherche de validation. Mais ça, c'est une grosse étape sur laquelle je dois encore travailler, je t'avoue. Si tu te reconnais dans ce récit du syndrome du sauveur, sache que t'es pas tout seul. La preuve, je suis là. Et surtout, c'est pas un défaut d'aimer aider les autres, c'est même une très belle qualité. Mais si tu vois des conséquences négatives un peu similaires à ce que j'ai pu te raconter, il est peut-être temps de se demander pourquoi tu fais ça du coup. Pourquoi c'est aussi important pour toi d'aider et peut-être creuser le sujet pour ensuite poser quelques limites. C'est important que le tout soit équilibré en fait. Prends soin de toi d'abord pour pouvoir vraiment soutenir les autres. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à te tourner vers des professionnels et d'accompagner aussi ton entourage dans leur démarche si besoin. N'oublie pas que toi aussi, tu mérites d'être soutenu. Le héros a parfois besoin d'être sauvé lui aussi. Batman a besoin de Robin. Merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire ton retour et me partager tes expériences directement en commentaire ou sur Instagram @narcisse-et-moi. En tout cas, moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao, c'était Narcisse.